lu un... Enfin bref, je vais vous dire ça. La médiathèque, ça fait quelques mois que je suis inscrite à cette médiathèque. Et elle a toujours été là, cette médiathèque. Pourquoi est-ce que j'y suis pas allée plus tôt alors que je lis depuis toujours? Je ne sais pas. Mais en tout cas, médiathèque, c'est un game changer. Enfin, ça change la vie, la médiathèque. Déjà, parce que l'inscription était gratuite. Alors, je pensais pas que ça allait être... que j'allais devoir payer des 100 et des 1000. Mais quand même, je pensais avoir un petit abonnement à payer de 5, 10, 15 euros. Non, c'était gratuit. What? Et, et ma médiathèque est dans une ville avec un patrimoine littéraire. Donc, eh bien, elle est quand même assez bien fournie. Et je suis vachement contente de pouvoir y aller. Bref, alors j'ai 3, 4, 5, 6, 7 livres à vous montrer. Il y en a 2 qui sont des sélections de mon mec, mais que j'ai mises parce que je trouvé que c'était des livres assez intéressants. Et bon, très clairement, à mon avis, j'aurais pas le temps de les lire d'ici qu'on doive les rendre. Mais eh bien, je trouve qu'ils sont intéressants, donc peut-être potentiellement je les réemprunterai un jour ou quoi. Et de toute manière, au moins, ça vous fait une vidéo un peu plus longue. Alors, je suis une lectrice assez hétéroclite, je dirais. Je lis un peu tout à partir du moment où le sujet m'intéresse, où l'histoire m'intéresse. On va voir ça ensemble. Donc, le premier livre, Exaven, Le cercle des sorcières. De Sacha Peyton Smith. New York, 1911. Frances Hallowell découvre presque par hasard qu'elle a des pouvoirs. Repérée par sa directrice, elle est accueillie à l'académie de magie d'Exhaven où elle rencontre d'autres apprentis comme elle. La jeune fille déchante vite lorsqu'elle réalise que les sorts enseignés ne servent qu'à devenir une bonne maîtresse de maison. Car Frances poursuit un but secret, maîtriser suffisamment l'art magique pour venger la mort de William, son frère adoré. Finn, un mystérieux magicien, lui propose de l'aider à pratiquer une magie interdite afin de le ressusciter, le temps qu'il révèle le nom de son meurtrier. Pour assouvir sa vengeance, Frances est prête à tout, quitte à déclencher une guerre entre sorcières et magiciens au cœur de Manhattan, car ses pouvoirs sont si puissants qu'ils peuvent faire trembler la société patriarcale qui domine le monde de la magie. Un roman de fantasy féministe à la croisée du dernier magicien et de l'année de grâce. Alors, je sais pas si c'est un livre classé jeunesse ou adulte, mais en soi on s'en fiche un petit peu. Alors je vais vous lire la première page, j'aime bien faire ça pour donner un ton. New York, mai 1911. L'odeur de la mort flottait sur le détroit de l'East River. Le garçon n'avait pas supplié avant d'être jeté dans ses profondeurs. C'était mieux ainsi. Les supplications manquaient de dignité. En fait, il n'avait pas dit grand-chose. Seulement le nom de la fille, une fois, au moment de couler. Tuer quelqu'un, c'était relativement simple. Un bon coup sur la tête suffisait. L'eau s'occupait du reste. Les humains sont si fragiles. La lune dessinait un croissant net au-dessus de la ville, calme, silencieuse, froide et indifférente, comme si rien n'avait changé dans l'univers. À New York, personne ne remarquait un individu en manteau sombre s'éloignant seul des docks. À New York, personne ne remarquait un individu jetant une paire de gants tachés de sang dans une ruelle déserte. Voilà pour le premier livre.
famille de 6 frères, jeune femme avide de connaissances, arpenteuse, infatigable d'horizons, de cimes et d'océans, familière des sirènes et des sorcières, princesse sérénissime, régisseuse du vaste monde et géante véritable. Ce que le bûcheron découvrit cet après-midi de printemps rien n'aurait pu l'y préparer. Comme à l'accoutumée, l'homme avait travaillé depuis l'aube, coupant les troncs et préparant le bois pour les acheteurs de la vallée. Son labeur accompli, il remontait vers sa ferme bâtie plus haut sur les pâturages. Pouf, pouf. Et c'est tandis qu'il longeait la grande ravine que son destin bascula. Pouah, Toutou la planche, Toutou. Tout va bien par en bas. Pouah, pouah. Alors, celui-ci, je l'ai déjà lu. J'ai adoré. C'est ma deuxième BD de Nouria Tamarit. Et franchement, je pense, c'est pas compliqué, qu'elle est devenue mon autrice, mon illustratrice préférée. Alors, je trouve qu'elle fait des BD déjà assez belles. Alors, ça serait pas forcément mon style de, comment dire, de dessin préféré, mais je les trouve beaux et poétiques et tout. Hop, comme ça, franchement, c'est magnifique. Et je trouve, je sais pas si c'est fait à la main, à l'ancienne, ou si c'est un effet 3D fait pour faire, comment on dit, pour faire fait main quoi. Mais je trouve qu'il y a cette patte d'aquarelle, de peinture, et je trouve que c'est vraiment poétique et tout. Et surtout, en fait, ce que j'adore, c'est son parti pris hyper féministe et écoféministe. Je trouve qu'elle arrive à nous prendre dans des histoires et cette page est magnifique. Qu'elle arrive à nous prendre dans ces histoires et à partager une vision, une philosophie écoféministe, liberté, de liberté, ouais, sa philosophie de voir le monde à travers des mythes, des légendes et à travers des personnages. J'adore, franchement, voilà, je recommande. Et je pense que je vais essayer de lire à peu près tous les autres livres qu'elle a publiés. Alors, c'est une autrice, illustratrice latino-américaine. Je sais plus de quelle nationalité. Je sais pas si c'est mexicaine, chilienne ou vénézuélienne. Je m'en rappelle plus. Mais du coup, tous ces livres ne sont pas traduits. Donc, j'ai vu qu'il y en avait qui étaient traduits en anglais. Ça va. Si je peux m'en procurer, je peux lire. Les autres, c'est en espagnol. Donc, à voir si je m'essaie de lire l'espagnol. J'ai envie d'apprendre l'espagnol, donc ma foi, voilà pour celui-ci. Je vais passer rapidement sur celui-ci parce que je ne l'ai pas du tout aimé. Alors c'est on est foutu, on pense trop. Comment se libérer de Pansouillard, le hamster, docteur Serge Marquis. Il s'appelle Pansouillard, c'est un tout petit hamster. Il court dans une roulette à l'intérieur de notre tête. Certains jours, il court plus vite que d'autres. Derrière le tapage incessant de Pansouillard, le hamster se cache notre égo. Face aux petits bobos et aux gros tracas de la vie, cette agité du bocal nous fait souffrir, nous leurre, nous empêche d'être libres. Comment le remettre à sa place? Dans cette
Serge Marquis, auteur à succès québécois, donne plus de 150 conférences par an. En 1995, il a mis sur pied sa propre entreprise de consultation, Tortue, organisation pour réduire les tensions et l'usure dans les entreprises. Son entreprise l'amène à intervenir régulièrement dans les médias. Alors, comme ça a l'air très bien, ça a l'air très intéressant, ça a l'air, voilà, top. Je vais même pas lire la première page, qui, ma foi, est pas trop mal, mais en fait, j'ai trouvé ce livre, la vulgarisation scientifique, super, mais trop de vulgarisation, non, en fait, j'ai trouvé ce livre trop simplé, trop, trop simplé, trop... On nous prend un peu pour des cons pour dire les choses simplement. Ça va quoi, merci. J'ai envie de lire un truc un peu psychologique, un peu sociologique quoi. J'ai pas forcément envie de lire Pansouillard le hamster, blablabla. Non. Bref, on sait jamais si ça peut intéresser les gens qui n'ont jamais lu de livre de développement personnel ou sur la psychanalyse ou la psychologie. Pourquoi pas? Moi, j'ai pas apprécié, mais il est là. Ensuite, d'art, Les femmes dans l'art de Marie-Jo Bonnet. C'est un livre d'histoire de l'art. Alors, qu'est-ce que les femmes ont apporté à l'art? Telle est la question à laquelle répond Marie-Jo Bonnet dans ce livre qui renouvelle notre regard sur l'histoire de l'art. Chronologiquement d'abord de la préhistoire à nos jours avec une étude sur l'évolution de leur statut professionnel. Thématiquement ensuite avec 4 grands sujets universels, dire le féminin, dire le masculin, souffrir et jouir où les femmes dévoilent une vision singulière et des motivations différentes de celles des hommes. Les femmes dans l'art est riche de quelques 200 œuvres qui mettent au jour l'apport de la création féminine au regard de la création masculine et nous convie à la découverte d'un patrimoine fascinant et méconnu. Et donc là, je suis en train de voir le prix de ce livre, 53 €. Donc, c'est 53 balles d'économiser grâce à la médiathèque. Voilà, ça fait plaisir. Donc j'ai commencé ce livre. Il a l'air très intéressant. D'un parti pris dont on entend de plus en plus parler, la place des femmes dans l'art. Heureusement d'ailleurs. Et je pense que c'est très intéressant pour quiconque est intéressé par les femmes artistes, par les femmes, les représentations féminines dans l'art, par tout ce qui est le corps des femmes, la place des femmes en tant qu'artistes, la censure, le masculin, la différence. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais montrer? J'en suis qu'au tout début. C'est souvent le genre de livre que je lis le matin, ça, en prenant mon petit déj ou en prenant mon goûter. J'aime bien lire ce genre de livre. On va mettre ça. Hop là. And I have to be naked to get into the Met Museum. Less than 5% of the artists in the modern art sections are women, but 85% of the nudes are female. Est-ce que les femmes sont obligées d'être nues pour être dans le Met Museum? Moins de 5% des femmes exposées dans le musée d'art moderne sont des femmes. Pourtant, 85% des nus sont des nus de femmes. Voilà, donc on remet en question ce genre de choses et bien d'autres. C'était une sélection très féministe, comme on peut voir, hein, c'était pas forcément fait exprès. Bien que je lis beaucoup de livres féministes et je suis assez engagée féministe, donc c'est assez normal finalement de retrouver ça, mais là c'était fort quand même. Alors celui-ci c'est le livre que mon mec a pris. Hop. C'est
Malgré son visage et sa légendaire lascivité, ne trouva guère à s'exercer qu'avec ses deux uniques amants. Dans ses veines d'Égyptienne ne coulait que du sang macédonien. Quant au fameux aspic, il n'exista probablement jamais, sinon dans l'imaginaire d'Octave, car l'histoire de Cléopâtre fut entièrement façonnée par ce génie de la propagande qui, pour se fabriquer une légitimité et devenir auguste, misa sur les haines cardinales de son peuple, celle de la femme et celle de l'Orient. Débarrassée de ses oripeaux misogynes et racistes, la reine que voit surgir le lecteur n'en est que plus troublante. Dans son Alexandrie toute démesure, où les plus grands esprits de l'époque côtoyaient les plus débauchés, elle sut en quelques années, par sa finesse politique, hisser son royaume en déclin au rang de puissance rivale de Rome. Oratrice d'exception et stratège consommée, elle sut se faire aimer des deux hommes les plus adulés de son temps, César et Marc-Antoine, et leur faire épouser son rêve de grandeur, au risque de choquer les admirateurs de Shakespeare et de Cécile B. DeMilly. Stacy Chief révèle dans cette enquête magistrale par quel tour de passe-passe l'histoire a transformé une grande reine, incarnation même de la femme de pouvoir, en catin malfaisante. Prix Pulitzer pour Vera Nabokov, Grasset 1999. Stacy Chief est également l'auteur de la grande improvisation Benjamin Franklin, la France et la naissance des États-Unis, qui lui valut le George Washington Book Prize et l'Ambassador Award in American Studies. Alors, je trouve que ça a l'air super intéressant. Je vais vous lire la première page. Femme parmi les plus illustres de tous les temps, Cléopâtre régna sur l'Égypte 22 années durant. Elle perdit un royaume, le reconquit, fut à deux doigts de le perdre à nouveau, bâtit un empire, perdit tout. Déesse dès l'enfant, reine à 18 ans, elle connut aussitôt la gloire. De son vivant déjà, elle suscitait l'adoration et les spéculations, en butte à tous les commérages et barrés de légendes. À l'apogée de son règne, son pouvoir s'étendait virtuellement sur toute la côte orientale de la Méditerranée, faisant d'elle la dernière souveraine d'un grand royaume égyptien. L'espace d'un instant, elle tient entre ses mains la destinée du monde occidental. Elle eut un enfant d'un homme marié, puis trois d'un autre. Elle mourut à 39 ans, une génération avant la naissance du Christ. Pour marquer l'histoire, il n'est rien de tel qu'une fin tragique. Or, celle de Cléopâtre fut à la fois brutale et romanesque. Depuis, elle siège en bonne place dans nos imaginaires. Nombreux sont ceux qui ont voulu la faire parler, parmi lesquels des dramaturges et des poètes. Voici 2000 ans qu'on lui met des discours dans la bouche. Peu de personnages historiques connurent une postérité plus féconde. Astéroïdes, jeux vidéo, stéréotypes, marques de cigarettes, machines à sous, club de striptease, son nom est partout, jusque dans la légende d'Elizabeth Taylor. Voilà. Celui-ci, j'aimerais beaucoup le lire parce que tout simplement, je m'intéresse de plus en plus à l'Égypte. J'ai très très envie d'aller en Égypte et bien ma foi, c'est bateau. Mais pour moi qui n'y connais rien du tout en Égypte, c'est par Cléopâtre, c'est intéressant. Voilà, tout simplement. Mais pas des moindres. Le très cher et tendre de mon mec, Sylvain Tesson sur les chemins noirs. Alors, à la base, on voulait emprunter le dernier de Sylvain Tesson que j'ai envie de lire, qui est Les Fées, je crois que ça s'appelle. Chemin des Fées, sur les Fées, un truc avec des fées, qui je crois parle des légendes des fées et des sorcières. Donc, tu auras compris avec ces livres. On dit oui ici à l'écoféminisme, aux sorcières, à tout ça. C'est ma passion dans la vie, les mystères, les sorcières, la magie et la spiritualité autour de tout ça. Bref, c'est un autre sujet, c'est une autre histoire. Donc, Sylvain Tesson, je voulais lire son dernier, qui a l'air très intéressant, mais il ne l'avait pas à la médiathèque. Enfin, il était sorti. Donc, mon mec a pris celui-là.
le film de Sylvain Tesson avec Meunier, Vincent Meunier le photographe. Regarde La Panthère des Neiges. Si tu aimes les documentaires, si tu aimes la nature, si tu aimes les animaux, si tu aimes la poésie, regarde ce documentaire. C'est un chef-d'œuvre. Il est magnifique, le texte est magnifique, les images sont magnifiques, le parti pris est magnifique. Bref, le livre. Alors sur les chemins noirs, il m'aura fallu courir le monde et tomber d'un toit pour saisir que je disposais là sous mes yeux, dans un pays si proche dont j'ignorais les replis, d'un réseau de chemins campagnards ouverts sur le mystère, baignés de pur silence, miraculeusement vide. La vie me laissait une chance, il était donc grand temps de traverser la France à pied sur mes chemins noirs. Là, personne ne vous indique ni comment vous tenir, ni quoi penser, ni même la direction à prendre. Sylvain Tesson a publié aux éditions Gallimard Une vie à coucher dehors, 2009, Dans les forêts de Sibérie, Pré-Médicis, 2011, et S'abandonner à vivre, et d'autres, je pense. Alors, je vais vous lire quand même parce qu'on ne peut pas passer à côté de l'écrit de Sylvain Tesson. La première page. Mauvais début. Dans le train. Pourquoi le TGV menait-il cette allure? À quoi servait-il de voyager si vite? L'absurdité de laisser filer à 300 à l'heure le paysage qu'il faudrait ensuite remonter à pied pendant des mois. Pendant que la vitesse chassait le paysage, je pensais aux gens que j'aimais et j'y pensais bien mieux que je ne le savais leur exprimer mon affection. En réalité, je préférais penser à eux que les côtoyer. Ces proches voulaient toujours que l'on se voie, comme s'il s'agissait d'un impératif, alors que la pensée offrait une si belle proximité. Le 24 août, à la frontière italienne. C'était mon premier jour de marche. Depuis la gare de Tende, où m'avait mené le train de Nice, je montais à pas faibles vers le col. Des graminées blondes balayaient l'air du soir. Ces révérences étaient une première vision d'amitié, de beauté pure. Après des mois si tristes, même les moucherons au soleil offraient d'heureux présages. Voilà, c'est la première page. Je ne l'ai pas lu celui-là. Je pense pas le lire parce que j'aurai pas le temps. Et comme j'ai dit, j'ai plus envie de lire les faits. Mais Sylvain Tesson, une valeur sûre.